Bonjour à tous, nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons voir la phase de mouvement. Mais avant de voir cette phase, nous allons parler du terme le D6 et le D3. Alors, le D6 et le D3 auront un chiffre qui va précéder le D. Je l'ai représenté sur le schéma par un petit x, donc c'est le nombre de dés qu'on devra utiliser. Un D6 ou un D3, on devra jeter un dé. 2d6, 2d3, on devra jeter 2 dés. 4d6, 4d3, on jettera 4 dés. La lettre D, c'est simplement un dé à 6 faces. Le 6 et le 3. Donc le 6, on a 6 résultats possibles. Le 1 donne un 1, le 2 donne un 2, le 3 un 3, un 4 un 4, un 5 un 5, un 6, ça donne un 6. Pour le 3, on a 3 résultats possibles. Avec un dé à 6 faces, on n'aura que 3 résultats. Donc on coupe en 3. Le 1 et le 2, ça donnera un 1. Le 3 et le 4, ça donnera un 2. Et le 5 et le 6, ça donnera un 3. Il se peut aussi qu'on parle de 1 des 6 plus un autre chiffre, ou 1 des 3 plus un autre chiffre, ou 2 des 6, 2 des 3 plus un autre chiffre. Cet autre chiffre, c'est le résultat qu'on devra rajouter sur nos dés. Par exemple, je jette 1 des 6 plus 1. Donc je jette mon dé. Si je fais un 3, j'aurai 4. 3 plus 1. Si on me donne 1 des 3 plus 2, je fais un 5. Ça me donnera 3 plus 2, ça me fera 5. Donc voilà, je vais vous donner un exemple un peu plus concret pour expliquer en image ce que ça donne. Pour cet exemple, j'ai mes deux bêtes de Nurgle qui ont impacté un élu d'Azurian au Elfe. Donc, au niveau des attaques, ça donne ça. Mes bêtes de Nurgle ont 1 des 6 plus une attaque par bête. J'ai bien mes deux bêtes au contact, ça me donnera un total de 2 des 6 plus 2 attaques. 1 des 6 plus 1 plus 1 des 6 plus 1 donne 2 des 6 plus 2. Donc le joueur des bêtes de Nurgle jettera 2 dés et il ajoutera 2 au total. Je jette les dés, je fais un 6 et un 2. Donc le résultat des attaques fera 6 plus 2 et plus 2, car j'ai eu 2 des 6 plus 2. Donc j'aurai un total de 10 attaques. Maintenant, si mes bêtes n'avaient pas eu 1 des 6 plus une attaque par bête, mais 1 des 3 plus 1, je garde les mêmes résultats. J'ai une bête qui a fait un 2, l'autre elle a fait un 6, j'ai que 3 résultats possibles, donc mon 2 donnera un 1, mon 6 donnera un 3, je rajoute le plus 2 en tout, et ça me fait 6 attaques au total. 1 plus 3 plus 2. Autre point que j'ai déjà rencontré, des fois on nous dit de jeter 2 des 3, on n'a pas envie de se casser la tête, on jette 1 des 6. On pourrait le faire, mais il y a un résultat qui est un peu bête, c'est si on fait un As. Pour 1 des 6, un 1 ça donne un 1, mais pour 2 des 3, le 1 n'est pas possible. Si je jette 2 des 3 et que je fais un double 1 ou un double 2 ou un 1 et un 2, ça ne donnera pas un 1, ça donnera un 2. Donc si je fais un 1 sur 1 des 6, ça ne donnera pas un résultat de 1, mais un résultat de 2. Donc dans ce cas, si on jette pour 2 des 3, on jette 1 des 6, et qu'on fait un 1, ça donnera un 2 donnera un 2, le 3 donnera un 3, un 4, un 4, un 5 et un 6 donnera un 6. C'est un petit point qu'il faut faire attention, car comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà rencontré en partie, et ça peut prêter à confusion. Maintenant qu'on a vu ces petits points de règle, qu'on a vu le déploiement, qu'on a fait nos armées, qu'on les a déployées sur la table, nous allons pouvoir commencer la partie. Donc comment se passe la partie?
Donc la partie se compose en 6 tours de joueurs, c'est-à-dire qu'un joueur A face à un joueur B joueront 6 fois chacun leur tour. Un tour se compose de 4 phases. Il y a la phase de mouvement, la phase de magie, la phase de tir et la phase de corps à corps. Donc, pour une partie à 2 joueurs, le joueur A commence, il va faire ses 4 phases. Ensuite, ça sera le joueur B qui fera à son tour les 4 phases. Et le tour 1 sera fini. Ensuite, ils passeront au tour 2, ils referont les 4 phases, chacun leur tour, et ainsi de suite, jusqu'à arriver 6 tours. Donc on va pouvoir commencer le premier tour. Donc on commence avec la phase de mouvement. La phase de mouvement est en 3 parties. Première partie, les charges. Donc c'est si on veut impacter un ennemi et lui casser la gueule. Il est rare qu'au tour 1, on puisse déjà impacter un ennemi. Il va falloir généralement attendre tour 2, tour 3 pour qu'on puisse avoir les unités suffisamment proches pour les impacter. Ensuite, les mouvements obligatoires. Donc il se peut qu'on ait une unité de notre armée qui n'est plus sous notre contrôle. Peut-être parce qu'elle a fui, ou parce que on a eu une malédiction sur cette unité et donc on n'a plus le contrôle. Ensuite, nous avons les autres mouvements. Donc les autres mouvements, c'est bouger les troupes, se placer, avancer vers l'ennemi pour l'impacter plus tard, voilà, c'est tout ça. Donc on va voir ça en images, en vidéo. Donc premier point, les charges et les réactions. Donc j'ai une unité de 20 sanguinaires qui décide de charger une unité de 5 sœurs d'Avelorn au elfe. Donc premier point, je regarde si je les ai dans mon angle de vue. Donc je me mets à leur niveau et je les vois. Bon, là j'ai pas de décor donc c'est normal. Je regarde à gauche, au niveau de l'angle de vue, ils sont bien dans mes 45 degrés. À droite, pareil. En même temps, ils sont en face. Ensuite, point important, avant de jeter les dés, je mesure la distance de charge. Je suis à 7 pas. Donc là, pas de souci, je suis pas entre 2 pas. Avec mon adversaire, ça passe comme il faut. C'est un point plutôt important car ça évite de pinailler en essayant de gratter des demi-pas. Car il faut savoir que on arrondit toujours à l'entier supérieur. Pour cette photo, je suis à 7,5 pas. Donc c'est soit 7, soit 8. Ça sera 8 car j'arrondis toujours à l'entier supérieur. Là, je ne peux pas gratter un demi-pas. Donc bien mesurer les distances avant de jeter les dés de charge. Maintenant, vu que j'ai mesuré la distance de charge, que j'ai regardé que j'avais bien l'unité en vue, je décide de lui exploser la tronche. Donc, je déclare la charge contre les sœurs d'Avelorn. Elles ont 3 choix. Premier choix, elles tiennent leur position. Donc ça veut dire qu'elles sont prêtes à recevoir la charge des sanguinaires. Deuxième choix, tenir sa position et tirer. Pour ce choix-là, il faut, dans un premier temps, que l'unité qui reçoit la charge ait une arme de tir. Pour ce cas-là, c'est des sœurs d'Avelorn, elles ont des arcs enflammés. Ensuite, deuxième point, pour maintenir sa position et tirer, il faut que l'unité soit suffisamment loin. Pour savoir si elles sont suffisamment loin, on mesure la distance de charge, donc comme on a vu, elles étaient à 7 pas. Ensuite, on regarde la caractéristique de mouvement de l'unité qui décide de charger. Mes sanguinaires ont un mouvement de 5 pas. Comme la distance de charge est supérieure à la caractéristique de mouvement de l'unité qui charge, j'ai le droit de lui
enfiler quelques flèches dans la tronche. Par contre, si mon unité n'était pas à 7 pas mais à 4, je n'ai pas le droit de maintenir et tirer car l'ennemi est trop proche. Et enfin, dernière réaction, elle décide de fuir. Donc ça, c'est si elle voit qu'elle n'a pas l'avantage pour le corps à corps, elle décide de se replier. Deuxième point, mes sanguinaires décident de charger toujours les sœurs, mais les sœurs, ne voyant aucune issue favorable pour elles au combat, décident de fuir. Donc pour fuir, c'est les sœurs jettent 2d6, elles font 12, 6 et 6, donc on retourne l'unité gratuitement. Et on mesure 12 pas. Pour savoir dans quelle direction une unité fuit, on mesure de centre à centre les deux unités et on oriente l'unité chargée dans la direction opposée de l'unité qui charge. Ensuite, pour maintenir et tirer, donc toujours mon unité de sanguinaire décide de charger les sœurs d'Avélorn. Elles ont des armes de tir. Les sanguinaires sont suffisamment loin pour tirer, donc les sœurs font 5 tirs. Donc elles touchent sur du 3+, donc elles en réussissent 3. Elles blessent sur du 3+, elles en réussissent 2. Et les sanguinaires ont juste une sauvegarde invulnérable à 5. Donc il y a un mort chez les sanguinaires avant même de jeter les dés pour savoir si la charge est réussie ou pas. Maintenant, nous allons voir comment rediriger une charge. Donc pour rediriger une charge, il faut tout d'abord qu'il y ait 2 cibles éligibles. Pour ce cas-là, nous avons le héros elfe et le char. Donc les sanguinaires décident de charger dans un premier temps le héros elfe, qui, ne voyant pas d'issue favorable, décide de fuir. Donc il jette 2d6 et il fuit. Ensuite, les sanguinaires voient qu'ils sont à portée du char, décident de rediriger la charge. Donc pour rediriger la charge, ils doivent faire un test de commandement. Pour faire un test de commandement, ils regardent leur commandement sur le profil. Donc pour les sanguinaires, il est de 7. Ils jettent 2d6 et la somme des 2d doit être inférieure au commandement de l'unité. S'ils réussissent, ils peuvent déclarer une charge sur le char. S'ils loupent, ils ont raté la charge et donc avanceront du plus grand des 2d6 pour la charge. Maintenant, nous allons voir les charges multiples. Donc les charges multiples, c'est si 2 unités veulent charger une seule autre unité ennemie. Pour ce cas-là, nous avons les sanguinaires et le héros sur disque qui décident de charger le char. Donc le joueur qui contrôle les démons lance les charges. Donc il annonce que son héros sur disque décide de charger le char. Le joueur au elfe doit donner sa réaction de suite. Donc il a toutes ses chances de le vaincre. Il décide de maintenir. Les jets de dés ne se font pas maintenant. Le joueur des démons doit d'abord annoncer ses autres charges. Donc pour cet exemple, il annonce la seconde charge, c'est les sanguinaires sur le char. Là, le joueur au elfe trouve que ça fait beaucoup et il décide de fuir. La réaction se fait de suite. Donc la première charge, c'était maintenir, la deuxième, c'est de fuir. Donc la fuite se fait instantanément avant le jet des charges.
Il y a beaucoup d'erreurs dans ce cas-là où la première charge est annoncée, le char décide de maintenir, le joueur démon jette les 2 dés, arrive en contact. Et ensuite il annonce que les sanguinaires décident de charger et il n'y a plus aucune réaction possible par rapport au char. Donc c'est une grosse erreur de jeu, c'est d'abord on annonce les charges, ensuite les réactions et après on jette les dés pour les distances de charge, savoir si elles sont réussies ou non. Maintenant, on va voir les différentes charges. Donc il en existe 3, de face, de flanc et de dos. Donc elles apportent des bonus différents. Là, pour voir si elles sont de face, de flanc ou de dos, on prend la ligne de vue de l'unité qui est chargée. Donc pour cet exemple, le char de crasse se fait charger par 4 unités démoniaques. Donc tout en bas, on voit des équarrisseurs. On regarde la ligne de vue du char, on voit qu'ils sont de face. Pour les sanguinaires à gauche, on regarde la ligne de vue et on voit qu'ils sont de flanc. Pour le canon de corne situé en haut, on prend la ligne de vue, pareil, 45 degrés à gauche et à droite, et on s'aperçoit qu'il est de dos. Quant au héros de Tsench, pareil, on regarde les lignes de vue et on voit qu'il est sur le flanc droit. Autre cas, il se peut aussi qu'une unité soit entre le flanc et le dos ou le flanc et la face. Pour savoir si elle est de flanc, de face ou de dos, il faut regarder la ligne de vue. Si 50% de l'unité se trouve sur le flanc, comme sur la photo, on dit qu'elle est de flanc. Si c'est le contraire, si 50% est de face, la charge se fera de face. Nous allons voir maintenant une situation inhabituelle. Donc pour ce cas-là, j'ai des équarrisseurs qui veulent charger des maîtres des épées, mais il y a 2 éléments de décor qui sont trop proches et qui ne permettent pas aux équarrisseurs de passer entre. Donc pour la charge, ils vont devoir effectuer une roue, puis avancer au maximum jusqu'à toucher l'unité. Et vu que les équarrisseurs ne peuvent pas s'aligner sur les maîtres des épées, c'est aux maîtres des épées de s'aligner sur les équarrisseurs. On appelle ça fermer la porte. Nous allons voir maintenant la charge multiple. Donc la charge multiple, c'est si plusieurs unités veulent impacter une seule unité. Pour ce cas-là, l'unité d'équarrisseur et l'unité de sanguinaire veulent impacter les maîtres des épées. Donc le joueur démon choisit qui il préfère maximiser au niveau des figurines. Pour ce premier cas, nous avons les équarrisseurs qui ont les 3 figurines en contact et une figurine en contact pour les sanguinaires. Pour le second cas, c'est à peu près 50-50. Il y a 2 équarrisseurs en contact et 3 sanguinaires au contact. Et pour le dernier cas, nous avons les 5 sanguinaires en contact et un seul équarrisseur en contact. En cas de charge multiple, il faut savoir aussi que les unités de tir ne peuvent que maintenir et tirer une seule fois pendant la charge. Elle ne pourra pas maintenir et tirer sur les 2 unités. Il se peut aussi qu'une unité ait envie de charger une unité déjà en fuite. Donc pour ce cas, mon unité de maître des épées est déjà en fuite pour X raisons. Mon unité d'équarrisseur décide de la charger, donc l'unité de maître des épées n'a pas le choix, elle est obligée de fuir. Donc elle jette ses 2 dés et fuit de la distance des 2 dés. Maintenant que nous avons déclaré nos charges et que notre adversaire a donné la réaction à chacune d'elles, nous allons calculer combien il faut obtenir sur les dés pour réussir nos charges. Premier cas pour l'infanterie et l'infanterie monstrueuse, la valeur des dés devra être supérieure à la distance qui sépare les 2 unités moins le mouvement de l'unité qui charge. Pour la cavalerie, les bêtes, cavalerie monstrueuse, monstres, chars et volants, c'est exactement le même calcul, sauf qu'au lieu de jeter 2d6,
le joueur jettera 3d6 et gardera les deux résultats les plus hauts sur les 3d6. Premier cas, je mesure ma distance entre mes deux unités. Là, j'ai 12 pas. J'ai un mouvement de 5 avec les sanguinaires, donc 12 moins 5, 7. Donc j'ai environ 50% de chance de réussir. Je jette les dés et j'obtiens 9, qui est donc supérieur à 7. Ma charge est réussie, je déplace les unités et donc je les amène au contact en maximisant les figurines. Deuxième cas, je prends toujours le même exemple, je dois obtenir 7 sur mes 2 dés. Je jette les dés, je fais un 3 et un 2, donc ce n'est pas suffisant car je devais obtenir 7. Donc la charge est ratée et mon unité avancera du meilleur des 2d6, donc 3 pas pour ce cas-là. Maintenant nous allons voir les mouvements obligatoires. Donc ils sont définis en 3 points différents. Premier point, c'est rallier les unités en fuite. Donc les unités en fuite, c'est si elles ont subi trop de pertes à cause de tirs, si elles ont fui une charge, etc. Pour les rallier, c'est un test de commandement sur 2d6 et on doit être inférieur à la valeur de commandement de l'unité qui est sur son profil. Petit 2, déplacer les unités en fuite. Si on n'a pas réussi à les rallier, il faut les déplacer. Donc on les fait déplacer de 2d6 pour l'infanterie et l'infanterie monstrueuse et 3d6 en gardant les deux meilleurs pour la cavalerie, cavalerie monstrueuse, monstres, chars, volants, etc. Elles se déplacent dans la direction où elles sont déjà tournées. Donc elles avanceront tout droit. Et petit 3, déplacer les unités stupides. Donc les unités stupides ont un test de commandement à faire en début de tour. Si elles le réussissent, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Si elles le ratent, elles sont dites stupides et avanceront de 1d6. Maintenant, nous allons voir les autres mouvements. Donc il en existe 5. Le premier, on décide de faire reculer notre unité pour éviter l'impact de l'ennemi. Donc la distance qu'on parcourt compte comme double. C'est-à-dire que si je veux reculer de 2 pas, ça m'en comptera 4 sur mon mouvement. Pour le déplacement latéral, c'est la même chose. Donc ça comptera comme le double de ce que c'est vraiment. Il faut savoir aussi qu'on ne peut pas reculer dans un premier temps et se déplacer latéralement. C'est soit l'un, soit l'autre. Troisième point, la marche forcée. Donc la marche forcée, c'est avancer. On ne peut pas faire une marche forcée pour reculer ou pour se déplacer latéralement. Donc on se déplace du mouvement multiplié par 2. Donc si j'ai une unité avec un mouvement de 5, je pourrais parcourir jusqu'à 10 pas. Mais si je fais une marche forcée, il est impossible de tirer si j'ai une arme de tir. Quatrième point, un ennemi qui se trouve à moins de 8 pas de mon unité que je souhaite bouger. J'ai un test de commandement à faire, donc toujours sur 2d6, et il faut que ça soit inférieur à ma valeur de commandement qui est sur mon profil. Si je réussis le test, je peux faire ce que je veux. Je peux reculer, me déplacer latéralement ou faire ma marche forcée pour sortir de sa ligne de vue. Si je rate, je peux me déplacer mais de mon mouvement normal. À ceci près que mon déplacement comptera comme une marche forcée. Et donc, si c'est une unité de tir, je ne pourrai pas tirer. Même si je loupe mon test de commandement et que du coup je décide de ne pas bouger, ce test comptera quand même comme une marche forcée. Cinquième point, la roue, donc c'est une manœuvre qui consiste à contourner un obstacle ou sortir de la ligne de vue d'un ennemi ou de se placer face à lui, etc. Donc nous allons voir tout ça en images.
En image, je souhaite faire reculer mon unité de sanguinaire. Donc je pose ma réglette au cul de l'unité et je recule donc de mon mouvement arrondi à l'entier supérieur. Donc j'ai un mouvement de 5, j'ai le droit de reculer de 3 pas. Même unité, pour un autre mouvement, je décide de la déplacer latéralement. Donc j'ai toujours mouvement divisé par 2 arrondi à l'entier. Donc toujours 3 pas, je la déplace latéralement de 3 pas. Ensuite vient la marche forcée. J'ai un mouvement de 5 multiplié par 2, 10 pas. Je peux faire avancer mon unité de 10 pas. Pour effectuer une roue, donc c'est très simple, je mets ma réglette dans la direction que je veux effectuer ma roue. Donc si je veux l'orienter par ici, je fais un pivot dans son coin opposé. Donc là je fais une roue de 1 pas, 2 pas. Et après je peux finir mon mouvement. Si je veux faire ma marche forcée, j'ai fait une roue de 2 pas, j'ai un mouvement de 5 fois de 10, il me reste 8 pas. Donc je peux avancer encore de 8 pas. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous a plu. Prochain tuto, on enquille sur la phase de magie. Je voulais le coller avec la phase de mouvement, mais j'ai vu que c'était super long. On est presque à une demi-heure. Je pensais que ça allait être vachement plus court et que j'allais pouvoir donc coller la phase de magie, mais finalement j'ai dû raccourcir un peu. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!